Selon une étude publiée par Santé publique France, environ un quart des étudiants passent souvent par des épisodes de détresse psychologique au cours de leurs études. La santé mentale est une vraie préoccupation à avoir. Mais alors, comment savoir si on est vraiment en bonne santé au niveau psychologique et physique? Bon, pour le côté physique, vous allez me dire que c'est assez évident. Mais qu'en est-il du côté psychologique? C'est pas toujours évident de savoir si on se porterait aussi bien qu'on aimerait, ou qu'on pense. Le savoir vous permettra d'être plus serein au niveau de votre santé mentale actuelle et de savoir si vous avez besoin de travailler sur vous-même pour certains éléments qu'on va aborder aujourd'hui ou non. On va voir tout ça à travers 6 traits psychologiques positifs dont la science a montré qu'ils améliorent votre santé physique et mentale. D'ailleurs, si vous voulez m'aider à partager ce contenu à d'autres personnes qui pourraient trouver ça utile, je vous invite à mettre un pouce bleu. Quels sont donc ces fameux signes? Eh bien, on va commencer avec le premier signe qui tient en un mot: résilience. La résilience est la capacité à faire face aux difficultés et à se remettre des épreuves. Cette compétence aide généralement à prévenir des problèmes de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Attention, ça ne veut pas dire que vous êtes insensible à toute difficulté ou que ces difficultés ne vous affectent jamais. La résilience, c'est être capable de se remettre de ses épreuves et de s'adapter à une nouvelle situation créée par cette difficulté, aussi pénible soit-elle. En d'autres termes, la résilience, c'est être capable de passer à autre chose. Deuxième signe qui tient aussi en un mot: optimisme. L'optimisme, c'est à quel point vous vous attendez à une bonne issue pour une situation donnée. Avoir des attentes positives envers l'avenir et plus généralement envers la vie peut aider à réduire les risques de développer une dépression et peut également améliorer la santé physique, notamment en réduisant le risque de maladies cardiovasculaires et en renforçant le système immunitaire. Quand quelque chose ne se passe pas comme vous l'aviez prévu, si vous êtes optimiste, ça vous empêche pas d'espérer que ça se passe mieux la prochaine fois. Je vais vous donner un exemple concret. Il y a quelques mois, je suis allé voir un spectacle de danse gratuit à l'université où j'étudiais avec un ami. C'est un spectacle de danse de hip-hop, les danseurs étaient excellents et ils dansaient super bien. Ils faisaient des mouvements magnifiques. Mais la musique n'était pas au même niveau, on va dire. Ce qui fait qu'on s'est beaucoup ennuyé pendant le spectacle. Il y a même des moments où on était plongé dans nos pensées, alors qu'on s'attendait à bien mieux, étant déjà tous les deux allés voir des spectacles de danse auparavant qui étaient bien meilleurs. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre à s'ennuyer au prochain spectacle qu'on ira voir? Pas si on est optimiste. Voilà à quoi ressemble l'optimisme, et attention, c'est différent de la positivité toxique dont j'ai parlé dans la précédente vidéo et dont vous pourrez retrouver le lien à la fin de cette vidéo aussi si ça vous intéresse. La positivité toxique, c'est quand vous niez ou rejetez les émotions négatives en les remplaçant par de fausses vérités pour vous rassurer. Alors que dans l'optimisme, vous pouvez très bien vivre ces émotions négatives tout en vous attendant à un truc bien plus positif à l'avenir. Voici un exemple. Je perds mon travail et je suis vraiment dégoûté parce que c'est un taf que j'aimais vraiment sincèrement faire. En plus, je venais de dépenser beaucoup d'argent pour mes vacances et pour des travaux à faire sur ma maison. Maintenant, j'ai peur de finir à la rue si je ne trouve pas bientôt un nouveau boulot. Et avec le Covid et des problèmes de provision de ressources, le taux d'emploi dans ma région est catastrophique. Et je pense donc ne pas avoir beaucoup de chances de trouver un travail qui matche mes compétences. Je me sens donc désespéré, mais je peux rester optimiste en pensant que je trouverai bien quelque chose malgré le fait que toutes les chances soient contre moi. Je peux aussi commencer à envisager un plan B. Si jamais je ne trouve vraiment pas d'autre job dans ma région, je me prépare juste au cas où le pire arriverait. Si je n'étais pas optimiste, j'anticiperais sans doute déjà la perte de ma maison, le fait de me retrouver à la rue et même de finir seul, sans rien ni personne à mes côtés. Ou sans aller aussi loin, je pourrais aussi anticiper le fait de ne jamais retrouver un travail aussi stimulant et plaisant pour moi. Cela dit, si j'étais positivement toxique, je ne prendrais même pas en compte le fait que je sois énervé ou désespéré. Je me dirais sans doute que c'était censé arriver un jour ou l'autre et que ce qui ne tue pas rend plus fort. Je suis donc heureux et satisfait de mes circonstances. Du moins, c'est ce que je me dis. Mais au fond, c'est tout à fait l'inverse. L'optimisme est une façon de penser qui reste rationnelle et plus équilibrée que ce qu'on pense, contrairement à la positivité toxique. Troisième signe d'une bonne santé mentale, la capacité à résoudre des problèmes. Ce trait-là peut même renforcer la résilience en procurant un sentiment de contrôle et de maîtrise des situations difficiles. C'est penser que vous allez vous en sortir, même si vous ne savez pas forcément encore comment vous allez vous y prendre. Mais vous avez confiance en vous, confiance en vos capacités, confiance dans le fait que vous allez y arriver. Qu'il faut simplement que vous réfléchissiez à une solution pour surpasser les problèmes et les difficultés. C'est aussi la croyance que peu importe ce qui peut arriver, vous vous en sortirez, tout ira bien par la suite. Ça ne va pas totalement chambouler votre vie. Ce qui est aussi d'ailleurs une façon de penser très utile pour moins stresser lorsque vous devez parler en public, que ce soit dans un groupe d'amis, un oral de classe ou un concours d'éloquence à tout hasard. Quatrième signe, la confiance en soi. Ah oui, c'est grave général, mais laissez-moi vous expliquer. Ce point-là est fortement lié à la capacité à résoudre des problèmes. Ici, la confiance en soi, c'est pas avoir les capacités de résoudre n'importe quel problème avant même qu'il pointe le bout de son nez, ou même d'être prêt à n'importe quel imprévu qui pourrait survenir. Non. La confiance en soi, c'est croire que vous avez les capacités requises pour faire face à n'importe quelle difficulté et que vous pouvez en tirer profit à tout moment. On peut donc voir la résolution de problèmes comme le sentiment d'avoir le contrôle sur la situation et d'être indépendant. Et quant à la confiance en soi, on peut la voir comme la croyance d'avoir les capacités requises pour faire face à n'importe quelle difficulté. Cinquième signe, les liens sociaux. C'est la mesure d'à quel point vous êtes proche et connecté aux autres, à quel point vos relations sont profondes et si vous vous sentez vraiment proche de certaines personnes. C'est aussi la mesure de combien de temps vous passez avec eux et du plaisir que vous en retirez. Ce dernier point est important, car
vous pourriez passer beaucoup de temps avec des personnes bien plus sociables que vous et détester chaque minute qui passe, même si ce sont des gens cool. Et une fois rentré chez vous, vous passez sans doute la plupart de votre temps à faire des activités tout seul dans votre coin. Pour vous, lire un livre ou regarder un film tout seul est une activité bien plus plaisante que d'aller dans un bar et papoter entre potes. Si c'est votre cas, dédier du temps à votre vie sociale peut amener un léger plaisir, mais si ça vous tente pas plus que ça non plus et que pour vous c'est pas très satisfaisant de passer du temps avec les autres, alors oubliez ce trait, son impact est négligeable pour votre santé mentale. Vous fonctionnez certainement mieux en étant la plupart du temps avec vous-même, et c'est très bien comme ça. Et enfin, sixième et dernier indicateur d'une bonne santé mentale, la sagesse. Il y a plusieurs choses qui caractérisent la sagesse. Bonjour chef Estébèche. Comment? Bonjour chef Estébèche, monsieur Estébèche. On va recommencer. Bonjour monsieur Estébèche. Ça commence. Il y a plusieurs choses qui caractérisent la sagesse. La capacité à prendre des décisions, le fait de se renseigner sur de nouvelles informations dont vous prenez connaissance, prendre en compte et tolérer l'incertitude, tolérer d'autres systèmes de valeurs que le vôtre, et enfin être ouvert à vivre de nouvelles expériences. Alors, ça sonne un peu comme la maturité, je sais. Et il est vrai qu'il y a des similitudes. Mais la maturité, c'est un développement psychologique qui évolue à travers le temps avec les expériences de la vie comme un fruit qui mûrit. Alors que la sagesse, c'est la capacité à prendre en compte les connaissances acquises de ces expériences pour prendre des décisions qui amènent à des issues favorables. Toutes ces caractéristiques ne sont pas tout blanc ou tout noir. C'est pas soit vous avez tout, soit vous avez rien. C'est plutôt une échelle de mesure et il y aura sans doute des domaines où certains seront plus forts que d'autres et vice versa. On hérite de certains de ces traits et pour d'autres, on les apprend sur le terrain à partir de notre environnement. Et pour d'autres encore, c'est même les deux. Et peu importe comment vous les obtenez ou combien vous en avez, ils sont variables et il existe des moyens d'améliorer les points sur lesquels vous n'êtes pas encore très fort. Ce dont je parle ici vient de la psychologie positive qui s'est développée vers la fin des années 90. C'est le psychologue Martin Seligman qui en est le fondateur et qui est notamment connu pour avoir aussi créé le concept de l'impuissance apprise. L'impuissance apprise, c'est quand vous pensez être incapable d'avoir un impact significatif sur la plupart des choses qui se passent dans votre vie, dû à des expériences passées, incluant notamment échecs répétés, harcèlement ou traumatisme. Les effets de l'impuissance apprise peuvent se propager à tous les domaines de ce qui occupe votre vie, tels que le travail, les relations et la santé mentale plus généralement. Et ça pourrait peut-être faire le sujet d'une future vidéo ? Vous en pensez quoi? En tout cas, pour aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Et pour revenir à la psychologie positive, elle est en fait arrivée pour décaler le focus ailleurs. Au lieu de chercher à analyser et régler des problèmes pathologiques, on cherche ici à étendre le concept de manière générale pour promouvoir et développer l'idée de bien-être psychologique, qui se lie bien avec la TCC, c'est-à-dire la thérapie cognitive et comportementale. L'une des principales approches de la psychologie positive, c'est d'apprendre à identifier et optimiser vos forces. Mais ça, c'est le sujet pour une prochaine vidéo. Voici 2 exercices pour pratiquer la psychologie positive. Premier exercice, listez 3 choses positives chaque jour. Ce n'est pas une liste pour exprimer votre gratitude, même si c'est aussi très bon pour la santé mentale. C'est encore plus simple que ça. Vous listez juste 3 choses que vous avez aimées dans votre journée. Même si ça peut paraître insignifiant, tant que ça a été positif pour vous, c'est que ça vaut la peine de l'écrire. Deuxième exercice, c'est de lister 3 choses drôles chaque jour. Alors ce ne sont pas forcément des choses qui vous ont fait provoquer un fou rire. Ça peut simplement être des choses qui vous ont un peu fait sourire dans la journée, ou qui vous ont fait rire dans votre tête. Peu importe. Et ce, même si ça n'a duré que quelques secondes, ou que vous êtes trop saoulé de la vie et vous n'avez pas trouvé quelque chose d'amusant depuis ces 2 dernières années. Il vous suffit alors de baisser la barre d'exigence à quelque chose qui vous a juste un peu amusé intérieurement. Et vous trouverez certainement quelque chose d'amusant à noter, et avec l'habitude et le temps, vous trouverez de plus en plus de choses marrantes. Vous pourriez même commencer à partir en fou rire plus souvent, car avec cet exercice, vous devenez plus conscient de votre expérience mentale intérieure, et vous êtes davantage dans le moment présent. Faire preuve d'introspection sur sa journée sans aucun jugement, même pendant juste 10 minutes, ça va encourager votre esprit à vivre plus d'expériences positives. Si vous persistez à chercher ce qui a pu vous amuser dans la journée, vous allez bien finir par trouver. Et une fois trouvé, ça continuera ainsi et vous rirez bien plus souvent. Vous êtes sceptique? Ok, bah je vous mets au défi. Eh ouais, je suis comme ça moi. Moi tu me cherches des noises, moi je te mets de la psychologie positive dans la tête. Et BAM! Plus sérieusement, je vous invite sincèrement à relever le défi et à au moins trouver une chose amusante par jour. Vous verrez que c'est pas si difficile que ça. Et c'est valable même si c'est aux dépens de quelqu'un d'autre. Si vous voyez quelqu'un trébucher ou à tout hasard vous voyez quelqu'un sur un kayak qui se retourne complètement en bord de plage, celle-là elle est pour ma sœur. C'est complètement ok. Ou si c'est quelqu'un qui a accidentellement pété en public, c'est aussi ok. Sauf si c'est moi bien sûr. Parce que je me rappelle la dernière fois là j'étais au supermarché et j'ai pété, c'était traumatisant. Je sais pas si je tournerai un jour. En plus, il y a le chien de la grand-mère là qui m'a sniffé le cul. Si vous êtes plutôt isolé, vous pouvez aller sur TikTok ou Instagram. Juste pas le mien parce que je suis pas drôle. Je me rappelle une fois j'ai fait une blague aussi dans un supermarché. Et c'était l'histoire d'un canard et d'une pute qui est rentré dans un bar et je leur demandais où ils se mettaient. Et du coup ils se mettaient dans un coin-coin. Voilà. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like en dessous de la vidéo pour la rendre plus visible à un plus grand nombre. En attendant, moi je vous dis à samedi prochain à 18h pour la prochaine vidéo. Ciao! Est-ce que tu m'entends? Eh oh!